Alors Talleyrand, c'est l'homme qui incarne la continuité de la diplomatie française dans la période la plus troublée de son histoire, celle qui va de la fin de l'Ancien Régime à la Révolution et à l'Empire. Talleyrand a été ministre des Affaires étrangères de 1797 à 1807 et ensuite en 1814-1815. C'est dire qu'il a servi tous ces régimes successivement, moyennant quoi on l'a taxé d'opportunisme, de corruption, etc. Mais ce qui est important, c'est de voir qu'il avait une vision très claire, et qu'il a toujours eu une vision très claire de l'intérêt de la France et des moyens de les défendre. Et sa vision consistait à dire ces intérêts, la défense de nos frontières est mieux assurée par la paix et par l'équilibre en Europe que par une politique de conquête. Et pour ça, sa priorité, c'était le rapprochement avec l'Angleterre. Alors évidemment, il ne pouvait que se brouiller là-dessus avec Napoléon, qui s'est séparé de lui en 1807. Il disait aussi qu'il faut caresser l'Autriche et en revanche, il faut contenir la Prusse et la Russie, qui sont des puissances menaçantes. Le couronnement de la carrière de Talleyrand, son chef-d'œuvre diplomatique, c'est son action au moment du Congrès de Vienne, lorsqu'il a fallu éviter à la France, vaincue, sortant du désastreux épisode napoléonien de Waterloo, d'être isolé sur la scène diplomatique et de payer le prix fort de sa défaite. Et il a réussi, grâce à son habileté manœuvrière, à faire en sorte que la France soit réintégrée dans le concert européen et participe à la redéfinition, au redécoupage de l'Europe du XIXe siècle. Talleyrand n'a pas connu cette maison, ce palais, mais il y a laissé un souvenir qui est son encrier, le fameux encrier de Talleyrand, qui trône sur le bureau du ministre et qui est une belle pièce d'orfèvrerie qui représente Apollon avec à ses pieds deux femmes qui tiennent des cornes d'abondance. Alors Guizot, lui, il incarne une autre période de la diplomatie française, celle de l'entente cordiale et de l'alliance avec l'Angleterre, qui est d'ailleurs dans le prolongement des idées de Talleyrand. Mais dans un contexte tout à fait différent. Ce contexte, c'est celui de la monarchie de Juillet. Il a été ministre des Affaires étrangères de Louis-Philippe pendant 8 ans, de 1840 à 1848. Et dans cette période-là, c'est la bourgeoisie qui prend le pouvoir. C'est une bourgeoisie libérale, affairiste. Et évidemment, elle ne rêve pas de gloire et d'aventure, mais d'un monde de paix où puissent se développer le commerce, l'industrie, les affaires. Et Guizot dit d'ailleurs, à cet égard, la révolution et la guerre sont usées pour la France comme moyens d'influence. Donc il faut trouver d'autres moyens d'influence, et ces moyens d'influence, il le cherche dans une alliance avec l'ennemi traditionnel, l'Angleterre, qui a les mêmes intérêts au développement du commerce et des affaires dans le monde. Et c'est le début d'une période pendant laquelle l'alliance avec l'Angleterre va être privilégiée, qui se manifeste en particulier par la visite spectaculaire de la reine Victoria au château d'Eu en Normandie en 1843. Et il faut dire que c'est la première fois depuis plus de 3 siècles que des souverains français et anglais se rencontrent. Les précédents, c'était François Ier et Henri VIII en 1520. Et l'année suivante, c'est Louis-Philippe qui se rendra en Angleterre pour sceller cette entente cordiale. Alors il faut peut-être dire aussi que Guizot, c'est la personne qui a installé le ministère des Affaires étrangères dans ses meubles, c'est-à-dire dans ce palais. Il en a posé la première pierre en 1845. Et il avait d'ailleurs, on a retrouvé ses écrits de façon très précise, prévu des dispositions. Il disait en particulier, il faut éviter que les écuries et les remises se trouvent à proximité des archives. Voilà. Mais il n'a pas vu l'achèvement du palais, puisque la construction a été interrompue par la Révolution de Juillet, et le palais n'a été inauguré qu'en 1856, au moment de la conférence de la paix qui a mis un terme à la guerre de Crimée. Aristide Briand, c'est l'homme qui incarne le système de sécurité collective et la politique de réconciliation avec l'Allemagne. Il faut bien voir dans quel contexte il se trouve. La France, il a été ministre des Affaires étrangères de 1925 à 1932. On est donc dans l'après-guerre. La France est sortie de la guerre victorieuse, certes, mais meurtrie, face à une Allemagne qui est vaincue, mais qui a conservé toute sa puissance, notamment économique et démographique. Et Briand se dit, dans ce contexte-là, comment assurer au mieux la sécurité. Et plutôt que de cantonner l'Allemagne dans une politique de défiance, il dit, eh bien, il faut créer un système de sécurité collective
dans lequel on va englober l'Allemagne et la faire participer à la négociation collective. C'est la grande idée d'Aristide Briand, et cette idée conduira notamment au fait qu'en 1926, l'Allemagne est intégrée dans la Société des Nations, qui était l'Organisation des Nations Unies de l'époque, et à cette occasion, Briand prononce un discours fameux et vibrant dans lequel il dit « Arrière les fusils, les canons, les mitrailleuses, place à la conciliation, à l'arbitrage et à la paix ». Et on a là défini tout ce qu'est le programme pacifiste de Briand. Et cette période des années 1925-30 est très riche pour la diplomatie française, qui prend toute une série d'initiatives précisément pour essayer de construire un système international qui assure la stabilité. Ce que je voudrais dire, c'est que le personnage de Briand est inséparable de celui qui agit dans l'ombre, qui s'appelle Philippe Berthelot, et qui est le secrétaire général du Quai d'Orsay. Briand est un visionnaire, Berthelot est un exécutant, un homme de dossier qui met en musique tout cela, mais qui s'entend merveilleusement avec lui, et qui en plus est un fin lettré, et c'est l'époque où on a au Quai d'Orsay des diplomates qui s'appellent Paul Claudel, Jean Giraudoux, Morand, ou encore Alexis Léger, plus connu sous son nom de poète de Saint-Jean-de-Perse. Donc c'est une période faste et brillante. Malheureusement, cette sorte de rêve pacifiste de Briand va se briser contre la crise de 1929, la Grande Dépression, l'effondrement économique de l'Allemagne qui va favoriser l'arrivée au pouvoir de Hitler. Et dès lors, ce sont les fusils, les mitraillettes qui vont de nouveau parler et non plus la diplomatie. Ces journées du patrimoine sont concernées à l'action des grands hommes dans la diplomatie, mais qu'en est-il de l'action des femmes ? Eh bien, il faut bien reconnaître que le corps diplomatique ne s'est ouvert que très récemment aux femmes, et je ne pense que ce n'est pas avant les années 70 que l'on trouve des femmes ambassadeurs ou occupant des fonctions de direction au ministère des Affaires étrangères. Mais cela ne veut pas dire pour autant que les femmes n'aient pas joué un rôle important dans la vie diplomatique, notamment les épouses d'ambassadeurs qui avaient un rôle social certain. Et je pense en particulier même à des négociations. Au Congrès de Vienne, Talleyrand, génie de la négociation, avait pris soin de faire venir auprès de lui sa nièce, la comtesse de Périgord, qui était une jeune femme très belle, et qui a joué un rôle très important parce que c'était elle qui tenait la maison de Talleyrand. C'est-à-dire que toutes les discussions de couloir, toutes les réceptions mondaines étaient organisées par la comtesse de Périgord, dont l'attrait, les charmes et l'intelligence reconnus étaient certainement un atout supplémentaire dans la négociation diplomatique que menait Talleyrand. Et donc, si en effet les femmes n'ont pas occupé, du moins jusqu'à une époque récente, des fonctions éminentes dans la diplomatie, on peut dire néanmoins qu'à certaines périodes de l'histoire, elles ont de façon indirecte influencé un certain nombre de grandes négociations et de décisions diplomatiques.